Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro d'Objectif 2023. J'ai le réel plaisir de recevoir pour vous sur ces plateaux le président de la commission électorale permanente de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Maître Jacques Chabani, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation à vous. Alors, enfin, les débats autour de la réforme de la loi électorale est ouvert à l'Assemblée nationale. Comment réagissez-vous, vous, en tant que président de la commission électorale permanente de l'UDPS? J'emprunte votre mot, enfin, parce que c'est une chose qu'on a réclamée à corps et à cri. Je ne sais pas si je me trompe, mais je crois qu'à la dernière émission qu'on a faite ensemble ici sur ce plateau, j'en parlais, parce que c'était la session de mars 2021 d'ailleurs, où on regrettait le fait que ce n'était pas inscrit à l'ordre du jour. Donc on a perdu comme ça 2 sessions ou même 3. Il y a eu aussi en 2020 toutes les tumultes qu'on a connus au niveau de l'Assemblée nationale, qui n'a pas permis à ce que la question soit mise à débat pour nous permettre ou permettre au processus électoral de gagner du temps, de s'organiser dans des délais plus ou moins respectables, sans trop de pression. Et aujourd'hui, on dit enfin, Dieu merci, c'est inscrit. Dieu merci aussi, ça s'est inscrit avec des projets qui viennent d'un peu partout et on espère que tout va se passer pour le bien. Mais très vite, on sent un blocage sur cette question faute des consensus. Pourquoi donc? Non, je peux quelque peu estimer que c'est un débat mal orienté. C'est-à-dire? Mal orienté, pourquoi? Parce que le consensus, on va l'obtenir. On ne peut pas dire à partir du moment où la question est inscrite, elle n'a pas encore été fait l'objet des débats, elle est inscrite. On la prévoit pour le courant de la semaine prochaine, où les honorables représentants du peuple vont passer à la tribune, chacun pour exprimer ses désirs et volontaires en termes de projets d'amendement. Et cela n'a pas encore été fait, mais cela est inscrit. Alors comment on peut se permettre de proclamer haut et fort, faute de qu'il n'y a pas de consensus? Moi, je reste convaincu que nous allons atterrir calmement et lentement et sûrement sur un consensus plus ou moins large et général sur toutes ces questions. Mais est-ce que les députés du Front commun pour le Congo n'ont pas raison de demander qu'il y ait avant tout des discussions en amont sur les réformes de la loi électorale avant d'en débattre en plénière? Non, d'ailleurs, on ne parle même plus de discussion, on parle d'un dialogue. Et moi, je crois qu'il ne faut pas qu'on commette les erreurs du passé. Et sur ces questions, j'estime que nous, l'UDPS, qui avons fait l'opposition sur 3 cycles électoraux, 2006, 2011, 2018, nous avions la posture d'opposant. Nous avons une expérience sur laquelle les collègues, les amis qui se retrouvent aujourd'hui dans cette posture doivent nous écouter et doivent nous donner l'oreille. On parle de dialogue, mais nous tous nous savons qu'un dialogue entre politiciens ne débouche pas sur des réformes, débouche sur un partage du pouvoir. Parce que à ce dialogue-là, on viendra nous dire que tel responsable n'a pas l'expertise, n'a pas l'expérience, il faut un autre, donc il faut le changer. Et on viendra nous dire que l'expertise est du côté de l'opposition. Est-ce qu'on en a besoin? Est-ce que si on va à un dialogue pour déboucher sur un partage du pouvoir, ça nous mettra dans les délais d'organiser les élections dans les délais constitutionnels? Je ne crois pas. Et c'est là où je dis c'est faussé. Et ça ne va pas permettre à ce qu'on aille de l'avant et qu'on atteigne les objectifs. Parce que l'objectif, il est unique, c'est l'organisation des élections. Les élections dans des meilleures conditions, des élections meilleures que celles de 2018. Parce qu'on a les réclamations et les observations de tout ce qu'on a vu, subi au cours des élections de 2018. Donc vous estimez que leurs revendications à ce stade n'ont pas raison d'être? Elles sont mal orientées. C'est pour ça que je dis, l'expertise que nous avons de ce type de réclamation, ils doivent nous donner, donner l'oreille à notre expérience, à notre voix et nous comprendre. Nous avons le souci tous de donner aux citoyens congolais de meilleures élections, d'améliorer le processus, que ces élections qui viennent en 2023 soient plus libres, transparentes et démocratiques, de manière à ce que le résultat
apporte ait l'assentiment de la grande majorité. Et cela va se faire au travers les réformes qui seront en discussion la semaine prochaine au Parlement. Donc, je crois qu'il faut qu'on s'y mette tous. J'ai suivi que certains sont sortis de la salle. Je suis convaincu qu'ils vont revenir dans leur plénière pour participer à ce débat, donner au peuple congolais cette loi réformée, meilleure que celle de 2018, et on va vite courir vers ces élections. Mais pourtant, des discussions préalables permettraient par exemple de ne pas vider la proposition de loi sous examen de toutes ces substances, comme on l'a vu avec la réforme de la loi portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, n'est-ce pas? Des discussions préalables dans quel cadre? C'est encore ça tout le problème. Des discussions préalables dans quel cadre? Y a-t-il meilleur cadre que l'Assemblée nationale, où tous les représentants du peuple élus se retrouvent? Ce cadre, qui va l'organiser? À partir de quel moment vous direz que le cadre organisé est un cadre légitime où tout le monde se retrouve? Qui convoque? Qui identifie les participants de ce cadre? C'est ça aussi tout le problème. Pourquoi sortir des institutions, aller dans la rue, dans l'informel, où on va estimer que c'est dans cet informel-là que le cadre est meilleur? Sur base de quoi on va délimiter les participants à ce débat? Si on estime qu'on a déjà un cadre formel qui est le Parlement où tout le monde se retrouve. Donc vous vous inscrivez en faux par rapport à cette démarche? Non, je crois qu'elle est inutile. Elle n'aura que seul objectif d'un partage de pouvoir. Nous sommes politiciens, nous sommes tous politiciens. J'ai suivi les princes des églises aussi proposer un dialogue préalable à toute discussion sur les réformes de la loi électorale. Bon, nous avons l'avantage d'être politiciens. Je crois encore que eux, les princes des églises, ne sont pas des politiques. Et cette politique est aujourd'hui une science. Ce n'est pas des chimères, ce n'est pas de la magie. C'est une science qui s'étudie même. Nulle part au monde, depuis que la politique est politique, il y a eu une rencontre ou un dialogue entre politiciens de bords différents qui n'est débouché sur le partage du pouvoir. Mais pourtant, le parti de Mouzito dit et insiste que ça ne sera pas pour le partage de pouvoir, mais pour une issue heureuse du processus électoral. Sans sortir du cadre national, hein, on va se limiter au Congo qui est notre pays. Quel a été ce débat, ce dialogue de politiciens qui n'a pas débouché au partage du pouvoir? Tout débat, tout dialogue à l'avant-veille d'un processus électoral, on en a eu plusieurs. On en a eu en 2006, on en a eu en 2011, on en a eu en 2016, si je ne me trompe pas, d'ailleurs 2 fois. Et il y a eu même un dialogue qui s'est organisé par la facilitation des prêtres de l'Église à la Sainte-Co. Ça a débouché sur quoi? Sur le partage du pouvoir, avec des débauchages. Et nous, l'UDPS, je dis que nous avons l'expérience de cela, parce que nous avons subi ces débauchages. Sami Ibadibanga, Bruno Tchibala. Donc, qu'on nous dise clairement, et bon, moi je discute avec les frères et amis qui sont aujourd'hui dans l'opposition, parce qu'on a quand même des relations historiques entre nous. Je connais le besoin, les difficultés et les attentes. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'un dialogue qui va déboucher sur le partage du pouvoir, c'est-à-dire un nouveau gouvernement, qui automatiquement va nous amener à un glissement? Je ne crois pas. Je ne crois pas que c'est à cela que s'attendent les électeurs congolais. Et pour un large consensus, il faut quoi, décidément? Ils vont d'ailleurs, parce qu'ils sont, même le Premier ministre Adolphe Mouzito, pour qui j'ai beaucoup d'estime, est un élu du peuple. Ils vont discuter sur les réformes. Cette fois-ci, nous avons l'avantage, contrairement aux expériences précédentes, le document de débat. Il n'y en a pas qu'un seul d'ailleurs, mais il y en a qui viennent entre guillemets, de ce qu'on peut appeler l'opposition. Il y a la réflexion extrêmement riche du groupe des 13, qui fait partie des documents de base. Ça ne vient pas du gouvernement comme les fois précédentes. C'est déjà des ouvertures. Donc,
moi j'estime, nous sommes de ceux, nous à l'UDPS, qui appelons à des réformes évidentes, nécessaires pour permettre à ce que le processus soit plus transparent, soit plus accessible, et libre et démocratique, non seulement par rapport aux électeurs, mais surtout par rapport aux candidats. Donc c'est une occasion, c'est un pain béni pour nous tous. Retrouvons-nous dans ce cadre-là institutionnel. Allons-y le plus rapidement possible, parce que c'est cela qui va nous empêcher d'aller dans des dépassements. Parmi les contraintes identifiées dans la feuille de route de la CENI, il y a cette loi qui est attendue. Donc un dialogue, ça va nous amener dans les glissements. On ira au dialogue et après ils accuseront encore le président Félix, si pas lui, l'UDPS, d'avoir organisé un glissement. Mais aujourd'hui, quelles sont les réformes soutenues par l'UDPS dans la loi électorale? Comme je l'ai soutenu tout à l'heure, hein, en termes de principe, c'est permettre à ce que ce processus soit plus transparent, soit plus libre. On a eu des difficultés énormes, par exemple en 2018, en ce qui concerne non seulement la cartographie, mais l'affichage aussi des listes. On a eu des difficultés énormes dans le dépôt des candidatures. Il faudra arriver à assouplir toutes ces questions. La question du seuil aussi pose un certain nombre de problèmes qui va être débattu. Nous espérons qu'on arrive sur toutes ces questions fondamentales à un consensus assez large. Et c'est à travers ces débats-là que tout cela sera permis. On a eu des énormes difficultés dans les contentieux judiciaires. Il faut essayer de revoir la question de la machine à voter. La machine à voter, il faut que la loi soit plus explicite et affirme son existence, parce qu'elle a quand même servi utilement en 2018. Nos magistrats doivent être formés parce qu'il y a énormément de problèmes dans la gestion des contentieux judiciaires, des listes et des résultats. La question aussi du dépouillement et de l'affichage des résultats bureau de vote par bureau de vote, ça va crédibiliser davantage le processus, et il est important qu'on y arrive. Donc, et pour nous, tout cela doit se faire dans le cadre institutionnel qui est là. On l'a raté dans les sessions précédentes. Aujourd'hui, Dieu merci, il est inscrit et on appelle les élus du peuple à nous produire une nouvelle loi qui sera acceptée par la grande majorité. Alors, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux en tant que parti au pouvoir est-il prêt à soutenir par exemple l'interdiction des cumuls de candidatures déportés comme suppléants des membres de famille? Oui, surtout la question des suppléants comme des suppléants membres de famille. Cela, on y martèle. On y martèle et je crois que c'est ça qui va démontrer aussi qu'on est un parti politique qui a des ressources humaines assez suffisantes. Nous avons l'avantage au niveau de notre parti, on a fait l'expérience en 2011 et en 2018. Les listes chez nous, elles se mettent en place pas à travers des candidats, mais à travers les structures du parti. Donc, ça ne nous est jamais arrivé d'avoir des membres de famille sur une même liste, parce que le candidat ne se choisit jamais des suppléants. Et je crois qu'il faut qu'on aide les autres partis politiques à arriver à cela. Alors, que faire aujourd'hui pour mettre toutes les parties prenantes liées au processus électoral d'accord sur la question de la réforme électorale, de la loi électorale? Bon, c'est aussi une question de maturité politique, hein. Il faut d'abord accepter la contradiction, il faut être tolérant, et il faut accepter aussi qu'il y a eu des élections en 2018, parce qu'à cette allure ici, si à chaque fois on refait la même chose, ok, on va au dialogue, ok, on partage le pouvoir comme on l'a fait en 2011 et en 2016, ok, on va aux élections, et puis après, ça s'est refait. À la proclamation des résultats, il y a toujours quelqu'un qui est là pour dire non, je ne suis pas content de ces résultats. Et je n'y crois pas, je n'en veux pas. Donc aujourd'hui, nous avons un Parlement, il y a une opposition et il y a une majorité. Donc maintenant, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a des propositions de réforme à mettre, qui sont là à débattre. Donc,
je suis convaincu qu'il y a des options sur lesquelles nous et les amis du PPRD, par exemple, nous sommes totalement d'accord. Donc, il y a possibilité rapidement de mettre tout le monde d'accord sur des questions, certaines questions fondamentales. Mais c'est vrai aussi qu'il y a des questions sur lesquelles on n'est pas d'accord. Par exemple? Non, je ne sais pas les identifier en ce qui concerne les réformes particulières, mais c'est pour dire que on n'aura pas une unanimité sur les questions à réformer. Donc, c'est pour ça que moi, je parle d'un consensus large. Et à partir du moment où on a un consensus large, ceux qui ne sont pas totalement satisfaits, ils doivent l'accepter. Et puis après, le plus important, c'est quoi? C'est que ce soit un mandat de 5 ans et que dans les limites constitutionnelles, les élections s'organisent. Pas n'importe quelles élections, des élections qui respectent les principes généraux de transparence, de démocratie, de liberté, d'égalité des chances. Bientôt, le pays va virer vers l'année électorale, mais on ne sent toujours rien qui rassure qu'il y aura les élections en 2023. L'UDPS fait le jeu de Joseph Kabila, pour ne pas parler du glissement. Non, pas du tout. D'abord, nous sommes extrêmement différents de l'ancien président Joseph Kabila. Qu'est-ce qui vous différencie? Notre histoire, notre nature, notre identité, elle est totalement différente. Nous sommes un parti politique qui a été créé principalement pour réclamer au maréchal Mobutu, dictateur de l'époque, des élections. Pas n'importe quelles élections, des élections libres, transparentes et démocratiques. C'est pour ça que vous verrez dans le parcours et l'histoire de l'UDPS, nous sommes ce parti qui s'est battu pour cela. Au prix de grands sacrifices. Contrairement à l'ancien président, le sénateur à vie Joseph Kabila, qui a son histoire, et qui a pris des armes. Nous, on s'est refusé de prendre des armes. On a dit, nous sommes non-violents. Nous, c'est le bic et la parole. Donc, c'est des identités différentes. Maintenant, cette identité qui est la nôtre, aujourd'hui, nous sommes le parti du chef de l'État. Donc, c'est une responsabilité énorme. C'est tout notre crédit qui est dedans. Et c'est pour ça que le président de la République martèle chaque jour que les élections s'organiseront. Jusqu'à preuve du contraire, le gouvernement de la République le proclame et l'acclame. Et vous y croyez, vous? Et nous y croyons, et nous, l'UDPS, nous nous préparons à cela. Et moi, je reste convaincu que les élections s'organiseront. C'est pour ça que je crois que c'est des fois non seulement des mauvaises lectures, je me répète, j'ai dit que nous avons cette expérience-là. Et il faut nous écouter. Je crois que les collègues, les partenaires politiques doivent se concentrer à se préparer aux prochaines élections. Je le constate, je me dis que il y a des fois deux langages. Ils s'organisent, ils se préparent, mais ils viennent avec un autre langage de distraction. Et là, c'est pas bon. Aujourd'hui, plusieurs acteurs disent que l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux est plus préoccupée à asseoir son pouvoir, notamment à travers les élections des gouverneurs et dans certaines provinces, c'est-à-dire 14 provinces à problème. Et en même temps, d'autres provinces en maintien de gouverneurs déchus et qui font allégeance au pouvoir. Par exemple, là, je peux citer le Sud Kivu ou le Lualaba, par exemple. Non. D'abord, je crois qu'il est important que ces élections s'organisent. Elles devraient s'organiser depuis longtemps. Parce que c'est quand même des irrégularités de voir des provinces... nos provinces sont en difficulté du fait de les dysfonctionnements qu'il y a entre les assemblées provinciales et les exécutifs. Maintenant, il y a élection dans 14 provinces. On ne peut pas accuser l'UDPS d'avoir une politique particulière sur ces 14 provinces. Nous ne sommes candidats que dans 6 provinces. Sur les 14. Sur les 14. Donc, de là à dire qu'on a une politique particulière sur ces élections, non. Mais je crois qu'il est important, et là encore, on peut dire enfin ces élections s'organisent. Il est important que ces élections s'organisent. Il est important que ces provinces aient un exécutif responsable pour permettre de mettre en place les programmes et les politiques de développement de ces populations-là. Maintenant, au-delà de ces principes de politique et de droit, il y a la justice aussi. S'il y a dans certaines provinces des particularités qui font que les élections, pour des questions de décision de justice, les élections ne s'organisent pas,
Mais où est la responsabilité de l'UDPS? Encore que dans ces provinces-là, les gouverneurs ne sont pas membres de l'UDPS, ils ne sont même pas proches de Mais ils font l'UDPS. Ils ne allégeance sont quand pas même au proches de pouvoir. l'UDPS. Non, mais de toute façon, un gouverneur de province et la représentation du gouvernement central en province d'une certaine manière. Donc, je ne crois pas qu'on imagine un seul instant dans un pays comme le nôtre, ou une province qui veut fonctionner plus ou moins normalement, avec toutes les difficultés encore que nous avons dans cette réalité qui est la décentralisation. Pourquoi voulez-vous que le gouverneur s'identifie comme étant un opposant au gouvernement central? C'est des mauvaises lectures. Non, c'est tout à fait normal de faire allégeance au pouvoir. Il n'est pas question d'allégeance. Moi, je crois que c'est une mauvaise lecture. On attendrait peut-être que des gouverneurs de province s'identifient en opposant, en faisant des critiques inutiles sur le gouvernement central. Ça servirait à quoi? Quid du financement des élections de 2023? Jusqu'à présent, moi, je m'en tiens au dire du gouvernement central, du Premier ministre, même du président de la République. Et je crois même que le ministre des Finances s'est exprimé sur la question. Jusqu'à présent, ils sont rassurants. C'est vrai que... On n'en parle pas trop. Jusque-là, il n'y a pas de plan clair, pas de plan de décaissement de fonds. Mais je crois que ça va venir. Quand? À quel moment? Le gouvernement travaille là-dessus. Il y a eu des échanges dernièrement, d'ailleurs même malheureusement publics, entre le gouvernement et la CENI. Mais jusqu'à présent, les petits échos que moi j'ai venant de la CENI, c'est une institution qui se met en mouvement pour préparer ces élections-là. Et il peut y avoir des retards, il y en a d'ailleurs, et c'est tout à fait naturel parce qu'on a connu divers problèmes. Rien que la loi en discussion à cette session ici, elle vient en retard. Et elle fait partie des difficultés que la CENI a identifiées dans sa feuille de route. Mais moi, je reste convaincu que le gouvernement débloquera les fonds nécessaires et que peut-être, c'est vrai qu'on a 2, 3 ou 4 mois de retard, peut-être que ça sera inscrit comme tel, mais la CENI aussi a cette expertise d'organiser des élections dans des conditions assez difficiles. Et vous ne craignez pas que ça fasse partie des risques de non-tenue des élections dans le délai? Non, moi je reste convaincu que les élections s'organiseront dans les délais. Je suis d'avis aussi qu'il peut arriver qu'il y ait, au jour où la CENI nous proclamera son calendrier avec des dates précises des scrutins, il y aura peut-être des petits dépassements de quelques semaines. Mais le plus important pour nous tous, en tout cas pour les politiques, c'est qu'on ait un calendrier, une date fixe à laquelle les élections vont se tenir, et cela apaisera tout le monde au moins. Et pourquoi la Commission électorale nationale indépendante ne publie toujours pas les calendriers électoraux? Est-ce qu'il faut de l'argent pour ça aussi? Non, je ne crois pas, mais nous sommes tous conscients d'abord qu'il y a la feuille de route identifie les contraintes et les difficultés. Donc on ne peut pas se leurrer. Notre processus électoral contient des difficultés et des contraintes. Mais est-ce que le processus est lancé et des opérations se tiennent? Moi je dis oui. Rien que le fait qu'on discute aujourd'hui la loi, c'est déjà quelque chose. Mais nous savons tous qu'il y a des contraintes. Donc déjà même lorsque vous analysez bien la feuille de route, il y a un retard de quelques mois. Donc peut-être que le calendrier subit ces contraintes-là et sera publié, on constatera. Mais le plus important, c'est quoi? C'est l'effectivité même de ces élections. Alors, depuis un moment, on voit à travers les balais diplomatiques à l'Assemblée nationale une sorte de bataille entre grandes puissances autour des enjeux électoraux en République démocratique du Congo. La Chine dit non à l'ingérence, les États-Unis insistent sur la tenue des élections dans les délais. Mais comment analysez-vous cela? Non, ici, il faut arriver à considérer que cette tenue des élections, tant attendue par tout le monde, est un élément capital dans la stabilité de la République démocratique du Congo. Et bon, c'est tout à fait
naturel que le monde s'intéresse à l'organisation de ces élections parce que nous sommes un grand pays qui a son importance dans le continent, dans la sous-région. Nous avons 9 frontières. Et c'est tout à fait normal que la Chine dise non à l'ingérence à ces élections? Bon, moi je ne peux pas empêcher, nous ne pouvons pas empêcher à la Chine d'avoir une opinion sur une actualité politique au Congo, comme nous ne pouvons pas empêcher aussi les autres pays à avoir une opinion. De toutes les façons, nous connaissons la politique de la Chine. Déjà, elle-même est un pays fermé sur elle-même, donc c'est tout à fait normal qu'elle pense que pour nous, cela devrait s'appliquer de la même manière. Maintenant, c'est à notre gouvernement de mettre en place sa politique sur la question électorale, de voir si oui ou non nous avons besoin d'intervention ou d'une aide particulière de partenaires extérieurs. Et vous estimez que la Chine pourrait appeler comme ingérence? C'est à nous de voir. Nous identifions déjà des contraintes. Donc il y a possibilité. Nous identifions déjà des contraintes. Nous savons que le Congo est un pays continent. Reste à savoir, avec tout ce que nous venons de vivre, il y a eu le Covid. Ailleurs aussi, il y en a eu. Oui. Il y a eu des élections. Ailleurs. Oui. Mais il faut savoir aussi comment ailleurs les élections se sont passées. Il faut savoir si ailleurs c'est les mêmes réalités qu'un pays comme le nôtre, un sous-continent. Je ne dis pas que cela va se faire, mais moi j'estime que le plus important pour la République démocratique du Congo, c'est que les élections s'organisent dans les délais. Maintenant, est-ce qu'il faut qu'on glisse pendant 2 ans parce qu'on refuse l'assistance ou l'aide, peut-être du Congo-Brazza ou de la République sud-africaine, ou pour permettre à ce qu'il y ait moins de tensions politiques, qu'on respecte les délais constitutionnels, que les élections s'organisent aux dates voulues par le constituant, qu'il y ait sérénité et stabilité politique, on permette de prendre la main tendue par le président Denis Sassou Nguesso, qui nous donnera peut-être 1 ou 2 avions qui va faciliter le déplacement des... Est-ce que pour cela il faut... Et pourtant le pays s'est dit souverain. On est souverain, cela n'enlèvera en rien notre souveraineté. Ça s'est déjà fait. Ça s'est déjà fait. C'est vrai qu'en 2018, on a fermé toute sollicitation externe, mais en 2018, on a eu un glissement. Donc, vous estimez, parce qu'il y a eu glissement en 2018 et que probablement en 2023, il n'y aura peut-être pas de glissement, mais vous solliciterez l'aide extérieure? Non. Nous sommes en train de discuter sur des éventualités parce que vous avez fait un commentaire sur la position de la Chine. Justement. Voilà. L'UDPS est-elle prête pour les élections de 2023 et le remporter aussi? L'UDPS s'y prépare. On s'y prépare chaque jour. Je crois que les élections, c'est un peu comme une session à l'école. Hein. Donc, à la veille d'une session, vous pouvez être le meilleur de la classe, le premier de la classe. Ça dépend. Vous pouvez vous prononcer non prêt à un examen et vous en sortez encore une fois le meilleur. Ce que je peux vous dire, comme parti politique, on s'y prépare. On s'y prépare sérieusement parce que pour nous, c'est un défi. D'abord, on veut se maintenir dans la position que nous avons, mais on veut faire mieux. On veut faire mieux parce que de ce côté-là, on a encore d'énormes défis à faire. Mais qu'est-ce qu'il vous faut pour les remporter à tous les niveaux? Bon, d'abord, il faut bien comprendre le contexte électoral dans lequel nous sommes, avec la loi en discussion et les réalités qu'elle a, et la proportionnelle et tout ce qui va avec. Donc, cela amène à y placer une grande intelligence avec beaucoup de stratégies pour répondre à tous les limitations qui sont dans la loi. Donc, un parti politique d'abord, ça c'est connu de tous. Une liste électorale ne peut pas avoir la majorité, donc il faut savoir composer avec.
Nous sommes un pays sous-continent avec d'énormes réalités sociopolitiques. Il faut travailler là-dessus. On travaille là-dessus et on espère faire mieux qu'en 2018. L'Union sacrée envisage-t-elle soutenir la candidature de Félix Tshisekedi? Mais absolument. Je crois que jusqu'à présent, le président de la République a l'avantage d'avoir cette superstructure avec lui qui compose son gouvernement et qui va sûrement l'accompagner, moi je l'espère, à l'état des choses actuelles jusqu'aux élections, et pourquoi pas même l'élargir davantage pour lui permettre de mieux circonscrire sa circonscription électorale. Mais comment l'Union sacrée va gérer les ambitions, notamment celle de Moïse Katumbi, dont le parti dit clairement qu'il sera candidat en 2023? C'est légitime. C'est légitime pour les sympathisants, les militants des structures qu'il y a autour du gouverneur Moïse Katumbi de le dire. Moi, je crois que c'est tout à fait légitime. Mais nous sommes dans l'Union sacrée, nous sommes ensemble, et je crois que les élections, c'est dans plus d'une année. On a le temps de discuter. C'est ça le dialogue politique, utile et important pour la nation. On a le temps de discuter pour connaître les ambitions des uns et des autres. Moi, je sais que le président Félix Tshisekedi est un homme d'échange et de discussion. Je sais qu'il entretient des relations amicales et très bonnes avec le gouverneur Moïse Katumbi. Et j'espère, je crois, qu'ils feront ensemble ce qu'ils ont toujours fait. Et ça va permettre au Congo d'aller de l'avant dans des conditions les meilleures. Pensez-vous que l'Union sacrée pourra survivre jusqu'en 2023? Oui, je ne vois pas pourquoi on aurait des difficultés à cela. Il n'y a pas de contraintes? Non, les contraintes, en politique, les contraintes de vivre ensemble, de travailler ensemble, elles sont quotidiennes. Et c'est pour ça qu'il faut savoir garder un climat d'entente et de dialogue dans les organisations politiques. Et moi, je sais que ce qu'on fait ensemble maintenant, on a intérêt à le faire ensemble au prochain scrutin pour nous permettre ensemble, encore une fois, de faire mieux au deuxième mandat du président Félix Tshisekedi. Parlons de l'organisation au sein du parti, Kabound exclu. Que reste à l'UDPS? L'UDPS n'est pas un parti d'un individu ou d'un d'entre nous. L'honorable Jean-Marc Kabound, il lui est arrivé ce qui lui est arrivé. Cela n'empêche au parti de continuer. Il n'est pas le premier. Nous sommes, je peux dire entre guillemets, malheureusement, ce parti politique qui a une histoire de départ et de défection. Le parti continue sa route avec les deux pieds dans ses bottes, et on a d'énormes défis à relever, et donc on a du travail. Tout va bien donc? Tout va bien. Et ces débats sur la candidature de Joseph Kabila, Raymond Tshibanda dit clairement que rien n'empêche Joseph Kabila de se présenter en 2023. Mais vous, en tant que juriste, quel regard portez-vous sur cette question qui risque de diviser davantage les Congolais? Bon, moi je suis d'avis que l'ancien président Joseph Kabila n'a pas cette ambition. Et je crois, encore une fois, c'est légitime pour tous ceux qui sont autour de lui de croire à cela. Maintenant, sur le plan de droit, sa qualité de sénateur, je ne vois pas un sénateur à vie venir postuler. Le débat viendra, et je crois qu'on arrivera tous à constater que M. Joseph Kabila n'est pas dans les critères des candidats présidents de la République. Donc il n'a pas de possibilité clairement établie de postuler en 2023, c'est ça? Oui. Mais je reste convaincu aussi que lui-même n'en a plus besoin. Il y a une vie, et je crois qu'il l'aurait dit une fois, qu'il y a une vie après la présidence de la République. Quel bilan Félix Tshisekedi présentera aux Congolais en 2023? Nous n'y sommes pas encore arrivés. Permettez quand même que le président de la République fasse son mandat. Il viendra
devant les Congolais pour présenter le bilan de son mandat. Il y a déjà des actes assez significatifs, visibles. Par exemple? Par exemple, sur le plan des libertés, elles sont là. Sur le plan social, il a pris avec courage de grandes décisions, même si elles ont été difficiles, sur le plan de la scolarité de nos enfants. Et je crois que c'est un chantier qui finira par aboutir à la grande satisfaction de tous les Congolais. Sur le plan de l'infrastructure, il y a des travaux, même dans la ville ici à Kinshasa, des routes qui n'ont jamais existé, qui existent maintenant. Sur le plan social, il y a des engagements par centaines de fonctionnaires qui sont mécanisés. Quand vous avez 600 fonctionnaires mécanisés, 600 familles, c'est la vie qui reprend. Sur le plan de la sécurité, le président de la République a réussi à quand même, au niveau des frontières, surtout à l'Est, d'établir des relations plus ou moins claires avec les pays voisins. Il a mis en place, avec une décision assez difficile à prendre, l'état de siège au niveau de l'Est, l'armée qui refait son travail. Je sais que beaucoup parmi nous attendaient que ce programme ou ce projet de l'état de siège règle la question en 2-3 mois. Mais je crois que nous tous, nous devons avoir en mémoire que c'est un conflit qui a plus de 20 ans et il y a d'énormes avancées. Donc le président Félix Tshisekedi aura un bilan, il le présentera le moment venu. Mais au-delà de la polémique politique et des débats, et c'est normal parce que nous sommes en démocratie, je crois que chacun de nous, quelque part, réalise qu'il y a des avancées. Et à ce stade, vous estimez que son bilan, il est positif ou négatif? Positif. Votre mot de la fin? Principalement par rapport aux élections, moi j'en appelle à la responsabilité de nos élus du peuple, des députés nationaux, pour que dans le délai le plus court, ils puissent donner à la CENI la nouvelle loi avec des réformes utiles qui devront aboutir sur un large consensus qui mettra d'accord la grande majorité de la classe politique et des électeurs congolais, pour nous permettre à ce que le retard déjà subi sur l'effectivité des élections en 2023 soit rattrapé le plus rapidement possible et que la CENI nous donne notre calendrier avec une date fixe du scrutin de 2023. Et je crois que cela apaisera les uns et les autres. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Ce numéro d'Objectif 2023 est terminé. Grand merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.